Donc j'aimais bien cette idée de créer des choses, des moments comme ça, des espèces d'éclats de lumière dans le bitume, dans le gris. Sur un certain nombre de fardeaux que je m'étais totalement investie de porter, que j'avais choisi bien volontiers de porter. Personne ne m'avait dit tiens on te les refourgue. Ça a été aussi ce long chemin-là de reprendre la responsabilité de sa vie et de re-regarder combien, à plein de moments en fait, j'avais cru que oh là là ma sombre vie c'était très difficile, etc. Alors qu'en fait à ces moments-là, j'avais eu beaucoup d'inconnus d'abord qui avaient été à mes côtés. Peu importe, l'autre a le droit de prendre comme il veut, comme il peut, cet acte que moi je donne. Comme dans toute relation, moi je suis 33%, l'autre est 33% et il y a l'espace de la relation, les 34% au milieu. Donc moi j'arrive avec mon élan, je mets dans l'espace de la relation cette main tendue avec un petit papier. Et c'est ça qui est beau, ils savent très bien qu'en fait ils ne retrouveront pas la personne, toutefois ils ont besoin de dire merci. C'est comme si la boucle était bouclée. Tout à fait, c'est exactement ça. Sinon ça reste en suspens. Il y a quelque chose qui est inachevé et donc il y a vraiment ce cycle et qui permet ensuite un cercle vertueux. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Quelle chance j'ai eu d'interviewer Anne Cazobon du compte Merci à un inconnu. Si vous ne connaissez pas ce compte, je vous invite à mettre sur pause et à aller découvrir cette merveille. En même pas 5 minutes, vous sécréterez des hormones du bien-être, du bonheur et du possible aussi. Voilà un compte, un mouvement même, qui apporte un autre regard sur la vie et qui redonne foi en l'humanité. Merci Anne d'être à la source de tout ce beau mouvement et de voir les choses en grand pour qu'un jour, nous soyons tous amenés à voir tous ces merci, ces messages de gratitude au sol, au mur, dans les transports en commun, dans les hôpitaux, dans d'autres pays. Vers 20 ans, Anne a eu un très gros passage à vide et elle a été sauvée par un inconnu. Elle s'est lancée alors un défi pour aller vers le monde, donner chaque jour un petit mot à quelqu'un, entrer en lien. Pendant plusieurs années, elle griffonne ainsi des messages et les sème dans les transports en commun. Plus ces textos politains circulent, plus elle guérit. Ce n'est qu'en changeant véritablement de regard sur sa vie, en troquant une bonne fois pour toutes sa vieille paire de lunettes pour regarder le monde en face et la face du monde, qu'elle prend conscience qu'elle est accompagnée depuis bien longtemps, par un passant, un enseignant, un voisin, un quelqu'un. Et nous, qui sont ces inconnus autour de nous qui nous accompagnent et que nous ne remarquons pas toujours ? 20 ans plus tard, et Anne prendra le temps de nous expliquer comment tout ce projet a mûri, le compte Instagram est né le premier jour du confinement. Le monde était prêt à accueillir ce projet. Anne a récolté des milliers de petites histoires envoyées par les internautes, une avalanche de témoignages de gratitude d'inconnus envers d'autres inconnus, un geste, un regard, un mot, une attention, un soutien, autant de petits riens qui font tout, jusqu'à parfois sauver des vies. Merci, merci, merci Anne, et je reprends ces mots. Il est là le véritable rôle de l'influenceuse qui prend toute la mesure de la mission dont elle s'est emparée, invitée à faire un choix individuellement, puis tous ensemble, non pas de combattre l'obscurité, mais de soutenir la lumière. Je la cite encore, créons un égrégore positif en façonnant une sorte d'esprit d'équipe qui nous tirerait tous vers le haut. Ensemble, accordons nos diapasons et propageons notre propre longueur d'onde pour qu'elle diffuse sur le monde une énergie d'amour et de bienveillance. Osons la contagion heureuse, provoquons un effet boule de neige pour engendrer une avalanche de sollicitude. Waouh! Et n'oublions jamais que nous sommes tous l'inconnu de quelqu'un. Je vous souhaite une bonne écoute et comme Anne, je vous invite à semer autour de vous ces petits gestes aux grands effets qui portent en eux l'infinie richesse du cœur. Bonjour Anne. Bonjour Delphine, bonjour à tous.
Merci 1000 fois de m'accueillir dans ton petit nid douillet. Alors, on va passer 1 heure à enregistrer 2 épisodes, là. Mais on va passer plus de temps demain. Et j'aimerais bien que dans le 2e épisode, tu nous expliques... donc demain, la journée, tu l'as appelée « Mon corps en conscience ». Donc c'est constellation familiale. Que tu nous expliques ce que c'est des constellations familiales, en quoi ça consiste. Donc dans ce premier épisode, on va plus se focaliser sur « Merci à un inconnu » que beaucoup de gens connaissent. On va commencer par une petite présentation. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur toi ? Alors, plutôt que de dire qui je suis, j'aime bien dire qui je choisis d'être ici et maintenant. Et je crois que ce qui me définit le plus, c'est vraiment le sweet art, qui est cet art un peu désintéressé avec lequel je cohabite, je voyage, j'explore depuis une 20aine d'années maintenant, qui est cet art qui m'a permis de me relever, de me redresser de ce passage à vide que j'ai eu au début de la vingtaine. Et je crois que je suis profondément artiste, en fait, profondément voix et plume. Je me suis perdue un peu pendant 20 ans dans le journalisme. J'explore aujourd'hui beaucoup des modes d'accompagnement thérapeutique, des espaces, des outils. Et en même temps, je pense que ce qui me définit vraiment au milieu de tout ça, c'est la phase artistique très intuitive, très connectée et qui me permet de, je dirais, vadrouiller dans tous ces espaces-là aujourd'hui. Oui, ça c'est une magnifique présentation. Alors, on va évidemment raconter un petit peu comment est-ce que Merci à un inconnu est né. Et qui est cet inconnu ? Alors au départ, en fait, j'ai toujours eu moi une passion pour les inconnus. Vraiment très jeune, j'aimais bien imaginer des scènes. J'ai toujours un peu imaginé comme ça des scénarios, des trucs où je ferais un carnet de dédicaces pour des inconnus dans la rue et je courrais après les gens en leur disant s'il vous plaît, un autographe. Voilà, de créer des moments comme ça ou d'arriver avec un plateau repas dans une espèce de cantine d'entreprise et de m'asseoir en face de quelqu'un qui mange tout seul. J'avais fait ça un peu à Radio France quand j'y travaillais. Donc j'aimais bien cette idée de créer des choses, des moments comme ça, des espèces d'éclats de lumière dans le bitume, dans le gris. Et dans mes années radiophoniques, donc où j'étais journaliste, animatrice radio, j'avais vraiment cette idée du merci à un inconnu qui était là depuis longtemps parce qu'en effet, au début de la vingtaine, dans un gros passage à vide, il y a un inconnu qui est resté longuement à côté de moi sur un quai de métro, qui a senti que que j'avais des doutes sur mon envie de rester en vie. Et c'est vrai que cette connexion, ce souci de l'autre, cette attention à l'autre, vraiment est venu rallumer quelque chose en moi. Le simple fait que cet être-là que je ne connaissais pas reste devant ces rames de métro qui passaient et qui défilaient devant nous et sans rien se dire, mais en restant en présence à côté comme un bodyguard un peu de l'invisible, un ange gardien. Un ange gardien, oui. Et puis à un moment donné, en fait, j'étais complètement affaissée et je me suis redressée et en fait nos yeux se sont croisés, nos regards se sont croisés. Tu as vu très ses furtivement. Et en fait, le simple fait qu'il voit l'endroit où j'étais m'a vraiment terrorisée, en fait, parce qu'évidemment, c'était une part de moi que je donnais pas du tout à voir dans ma vie. À l'époque, je n'étais qu'un masque de sourire et de tout allait très bien. Personne n'aurait pu imaginer qu'une part de moi était, si proche du néant. Et le simple fait d'avoir été vue par un inconnu à cet endroit-là m'a vraiment fait prendre très peur, en fait, et prendre conscience qu'il y avait vraiment, beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à faire et que je ne pouvais plus rester en présence de cet homme-là plus d'une seconde, en fait. Et tu te souviens combien de temps ça a duré ? Il est resté combien de temps ? Lui, il a dû rester, je pense, une bonne vingtaine de minutes. Oh, c'est fou. Une bonne vingtaine de minutes. Ouais, sentant vraiment que il y avait quelque chose. Il est vraiment resté silencieux, debout. Et moi, je ne voyais que ses chaussures. Et à un moment donné, en fait, le fait de sentir cette présence à côté m'a fait sortir de ma torpeur. À un moment donné, de se dire, mais il y a quand même quelqu'un à côté. C'est pas quelqu'un de la RATP. C'est qui est là. Il y a un par-dessus. Les chaussures, je les connais par cœur. Je pourrais les dessiner. Oui. Mais c'est vrai que ce regard-là, en fait, c'est marrant parce que j'ai travaillé beaucoup sur le syndrome post-traumatique ensuite en tant que journaliste. Et c'est vraiment ça, c'est ce regard, un peu cette vision de mort et de vie, en fait. Lui, il a vu que je voulais mourir à ce moment-là et moi, j'ai vu dans ses yeux qu'en fait, pas du tout. Non, je voulais vivre. Et donc, c'est intéressant, cet échange, en fait, qu'il y a eu sans un mot. Il y a eu réellement un lien. Il y a eu, est-ce que tu penses que quelque chose s'est passé chez lui aussi? J'imagine quand même que de rester une vingtaine de minutes à côté de quelqu'un, je les vois, les gens qui s'arrêtent auprès de femmes qui mendient ou de femmes étrangères avec des enfants, parfois qu'on voit assis dans le métro, etc. Et je vois qui s'arrête pour discuter, pour échanger, et qu'est-ce que ça vient réparer aussi. Oui. Comment évidemment
Je me souviens de cette petite grand-mère adorable, mignonne comme tout, où tout le monde, évidemment, on se regardait dans la rame de métro, on se disait tous, mon Dieu, ça pourrait être ma grand-mère, en fait. Et donc, évidemment, voyant chacun les hameçons, les leviers que ça venait actionner, voilà. Ouais. Et donc, de voir les uns et les autres. Et ça a été beaucoup ensuite un terrain de jeu, les transports en commun, c'est un peu mon bureau. J'ai beaucoup observé, je dirais. Je pense que c'est là que je suis profondément journaliste, c'est vraiment cette grande curiosité des attitudes, des mouvements, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Et puis en fait, je suis sortie vraiment en courant, en détalant comme un lapin de cette station de métro pour rentrer chez moi, retourner mon petit appartement à l'époque sous les toits et retrouver ce fameux numéro d'une thérapeute qu'une amie m'avait chaudement recommandé. Et là, je me suis dit que j'avais plus d'autre choix en fait. Et donc j'ai envoyé un SMS à cette thérapeute et à 9h le lendemain matin, j'étais dans un cabinet de psy et j'ai entamé un long chemin de travail thérapeutique et de guérison de cet espace-là. C'est fou comme il y a réellement une bascule, quoi. Il y a vraiment un moment, c'est un moment clé dans ta vie, quoi. Oui, tout à fait. C'est charnière. Et c'est vraiment l'endroit où j'ai vraiment vu, il y avait quelque chose qui dévissait depuis longtemps. Oui. Qui dévissait. Et là, en fait, je me suis fait peur ce jour-là. Et j'ai vraiment vu qu'en fait, non, j'avais plein de choses à vivre et que j'avais envie je suis particulièrement une bonne vivante. Et donc, vraiment, j'avais envie de déployer plein de projets artistiques. Je me suis souvent d'ailleurs dit, je n'aurais jamais eu assez d'une seule vie pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, c'était une part qui était vraiment éteinte, par laquelle je m'étais laissée entraîner aussi, que j'avais laissé gagner à un endroit. Et on peut parler, je pense, de santé mentale, de gros passage à vide de début de vingtaine. Oui, on les voit aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, post-Covid, là, qui sortent de 2 ans et demi, 3 ans, que sur les réseaux sociaux. Et j'entendais une personne que j'accompagne, qui accompagne elle-même beaucoup de jeunes, et nous débriefer un peu les ateliers qu'elle avait avec ces êtres-là. Et c'est difficile, Et avec très peu de rêves, elle leur demandait de lister des rêves. Et il y en avait beaucoup qui étaient incapables de lister des rêves. Donc, J'entends là dans ton histoire qu'il y a réellement une décision d'arrêter de souffrir. Et ça, je trouve, c'est vraiment important. Est-ce que tu pourrais parler de cette décision ? Parce que c'est vrai que quand on est dans son malheur, pour avoir eu aussi des dépressions majeures, on reste... alors, parfois, on a besoin de rester peut-être un peu là, mais donc, il y a réellement eu cette décision tu voulais renaître. Ouais, ce sursaut, en fait. C'est vraiment cet instinct de vie, en fait, non, pas du tout. En fait, en voyant ce regard posé sur moi, comme si vraiment le regard presque posé sur une mourante ou sur quelqu'un qui s'apprête à ne plus faire partie de ce monde. Et je me suis dit, non, il y a méprise, il y a grosse méprise, il y a erreur sur la personne. Ça n'est pas moi, cette personne-là. En fait, je suis quelqu'un d'autre. Je suis vivante, en fait. Je suis gardienne du vivant en moi. Je suis au plus près du soi. Je travaille pour la lumière. Enfin, c'est vraiment. Il y a eu quelque chose de. Non, c'est pas du tout mon endroit, en fait. Et c'était suite à des années de dépression, de fardeaux trop lourds, de plein de choses, de transgénérationnel aussi. C'est aussi pour ça que ça m'a amenée à venir travailler sur plein de sujets de cet ordre-là, sur un certain nombre de fardeaux que je m'étais totalement investie de porter, que j'avais choisi bien volontiers de porter. Personne ne m'avait dit, tiens, on te les refourgue. Ça a été aussi ce long chemin-là de reprendre la responsabilité de sa vie et de re-regarder combien, à plein de moments, en fait, j'avais cru que, oh là là, ma sombre vie, c'était très difficile, etc. Alors qu'en fait, à ces moments-là, j'avais eu beaucoup d'inconnus d'abord qui avaient été, à mes côtés, et que ça a été un beau chemin aussi de venir regarder dans le rétroviseur tous ces inconnus qui avaient été des bouffées d'oxygène comme ça, des mains tendues lors de voyages. J'ai beaucoup voyagé toute seule, sac à dos, très jeune, sans donner de nouvelles à mes parents, etc. Avec le recul aujourd'hui, à l'âge que j'ai, en me disant, mais mon Dieu, les pauvres, j'ai dû leur en faire voir de toutes les couleurs, ils ont pas dû bien dormir. Donc ça, c'était avant cet événement où tu avais déjà énormément voyagé. Un peu avant, mais même après, il y a vraiment de mesurer combien, en fait, tout du long, il y avait toujours des inconnus qui étaient là, toujours des gens qui étaient là. Je trouve que quand on arrive sur ton compte, on lit ton livre, tu offres un nouveau regard sur la vie. Et tout le monde ne voit pas ces inconnus. Tout le monde n'est pas capable d'accueillir tous ces messages. Alors, tu vas continuer, donc, parce que, voilà. Alors, je suis d'accord avec toi sur tout le monde ne voit pas ces inconnus. Parce qu'en fait, et je suis bien placée pour le dire, moi, j'ai été journaliste pendant une 20aine d'années. Parce qu'en fait, les informations qu'on nous donne, c'est attention aux inconnus. Ne suis pas d'inconnu, se faire suivre par un inconnu, ne va pas voir le monsieur qui donne des bonbons à la sortie. Évidemment. Et heureusement.
évidemment qu'il y a bien sûr toutes ces précautions, cette vigilance à avoir. Évidemment, voilà, tout le monde n'est pas avec de bonnes intentions, je dirais. Et en même temps, et tout est dans le et en même temps, c'est dans ce et, d'aller mettre du et là-dedans pour pouvoir vraiment regarder aussi qu'il y a des choses mais magnifiques qui se passent en fait. Et l'enjeu pour moi, c'est vraiment qu'il y ait autant de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles de donner. Et ensuite, chacun fait sa tambouille interne avec tout ça, son équilibre à l'intérieur de ça. Mais c'est vrai que quand j'étais journaliste, donc j'ai beaucoup toqué aux portes des rédactions pour demander à avoir une émission de bonnes nouvelles, de solutions. Et à l'époque, ça vend pas ça. Hein. Ça vend pas du tout. Alors de temps en temps, il y avait voilà une année où il y avait un peu un directeur de rédaction ou d'antenne qui avait un peu qui était plein d'optimisme et qui montait un truc. Mais bon, très vite c'était rattrapé ou un peu totalement dévoyé parce que tout de suite perfusé par l'argent ou par d'autres choses. Bref. Mais quand tu vois ça, les gens en ont besoin, quoi. Ah bah oui, il y a un réel besoin. Et il y a de plus en plus de contes comme ça, tellement bienveillants, de choses tellement gratuites et désintéressées. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, donc après cette histoire, tu t'es lancé un défi. Quel était ce défi ? Donc le défi, c'était vraiment d'abord de me reconnecter à mes semblables, à la société, au monde, aux vivants, et voilà pour en même temps que ces thérapies, ces années de reconstruction, je me disais allez, tous les matins, tous les soirs, je donne un petit mot à quelqu'un dans les transports en commun. Je vais vraiment me relier aux gens pour me sentir vivante, me sentir exister, et puis sentir que je fais partie d'un tout et revenir me reconnecter en fait. Parce qu'évidemment, les gens qui sont proches de vouloir en finir, ils sont totalement déconnectés de tout, déconnectés de leur corps, etc. Au début, j'allais dire aux gens des phrases, et puis déjà à l'époque, ça n'a pas vraiment changé depuis, tout le monde avait des écouteurs sur les oreilles, et donc voilà, les gens donc toujours dans les transports en commun. Toujours, donc, mon bureau d'études, je devrais faire des partenariats avec eux. Et en fait, très vite, je me suis mise à avoir des petits carnets de notes dans mon sac à main, et puis de gratter des petits mots, et de les donner comme ça, et d'être dans ce challenge, dans ce grand jeu de pistes un peu. J'aime bien ce truc-là, un peu comme la chasse au trésor, un peu Fort Boyard dans la ville, un truc un peu avec des épreuves, mais vraiment dans un esprit très ludique. Et ça faisait partie de ta thérapie, vraiment, tu t'es dit, ok. Ah, c'était moi, oui, ça c'est moi qui voulais, qui vraiment trouver mon propre rituel, je dirais, pour guérir, pour me reconnecter, me relier. Et donc c'était vraiment, voilà, tous les matins, j'en donnais un, tous les soirs, j'en redonnais un. Et c'était quoi, par exemple, des petits messages Et donc c'était quelqu'un qui avait une cravate avec des Simpsons, je lui écrivais jolie cravate et je lui donnais le papier. Et donc l'idée c'était pas ensuite de boire un café, hein, c'était vraiment voilà, jolie cravate, gratuit. J'adore la musique que vous écoutez, au type qui écoute super fort Michael Jackson, je sais pas quoi, ou joli couple, un couple où vraiment je me disais oh ils sont beaux, ça donne envie, ça me fait rêver, ou je me souviens moi j'adore les couples de seniors, de retraités qui sont là, qui se donnent la main, qui sont amoureux comme de jeunes de 16 ans. Et donc voilà, des petits mots un peu plus longs parfois de merci, de me donner la puissance d'y croire, Est-ce que c'était naturel pour toi ou c'était difficile au début ? Non, ça a toujours été... Alors, quand même, ça a toujours été relativement simple parce qu'il y avait ce truc de la contrainte, et la contrainte, elle est artistique. C'est marrant parce que j'ai retouché ça ensuite dans la peinture, quand je me suis lancée dans la peinture à 30 ans. Ce qui est intéressant dans la peinture, au début, je voulais commencer à faire des grands abstraits. Sauf que le grand abstrait, c'est hyper flippant d'être face à une grande toile blanche et de se dire, mon Dieu, mais j'ai une possibilité infinie de peindre ce que je veux avec ça et toutes les couleurs que j'ai. Il me faut un cadre. Et donc, je m'étais dit, grand format, 3 couleurs, pigments, technique mixte, bleu, rose et rouge. Et c'était déjà le début de Merci un inconnu et des couleurs de Merci un inconnu. Et donc voilà, et donc là c'était un peu pareil. Un message le matin, un message le soir, mais de tenir ce rythme-là, de cette routine un peu, ce rituel-là, qui était vraiment quelque chose qui me permettait d'avancer. De guérir petit à petit. Petit à petit, d'entrer de plus en plus en contact avec les gens. En relation avec le monde, quoi. Oui. D'avoir des retours aussi des gens. Et puis d'un coup de réapprivoiser, réappréhender le groupe, la société. Alors c'était un peu souterrain, hein, c'était voilà, il y avait quelque chose un peu c'est particulier les transports souterrains, hein. C'est vraiment c'est des endroits avec des énergies particulières. Et puis les gens sont souvent assez sombres dans ces transports. Moi j'ai toujours été frappée, je vois souvent des gens qui pleurent en fait dans les trains. Bien sûr. C'est des sas. C'est vraiment des sas de décompression. C'est un endroit, c'est rare finalement aujourd'hui, les endroits où nous sommes en contact avec des inconnus. C'est très rare. Oui. C'est vraiment très rare. C'est les salles d'attente chez le médecin, c'est la réunion éventuellement parents-prof, c'est
c'est beaucoup les transports, en fait. Ouais. Et donc, c'est des endroits où, enfin, je suis vue par personne. Personne peut voir ce que je vais traverser là. Personne me voit faire la gueule ou, au contraire, pleurer, tirer la chasse et me laisser traverser par les larmes que j'ai du trop-plein de ma journée ou de ma semaine ou de mon mois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui saisissent cette opportunité-là pour lâcher, vraiment. Qui n'ont pas d'autre choix, qui lâchent avant de rentrer chez eux. Et je dirais, c'est mieux que de taper ses enfants en rentrant. Bon, tu vas me dire, toutes les réactions étaient différentes, mais dans la plupart du temps, est-ce que les gens est-ce qu'ils se disaient, bon, elle attend quelque chose en retour Alors, c'est ça qui était intéressant, c'était de voir, évidemment, ce que ça venait. Parce que c'était... Oui, qu'est-ce que ça vient faire chez chacun, quoi. Ben voilà, donc il y avait le oh là là, donc dès que c'était un peu trop près physiquement, c'était bizarre. Quand je tendais le papier, les gens disaient, mais non, je veux rien. Mais moi-même, l'autre jour, je sais plus, je suis passée dans une rue, il y avait une boutique de parfums qui me tendait un échantillon de parfum. Ouais. Je suis passée 3 fois devant et le type persistait et j'en voulais pas de son échantillon. Donc et pourtant c'était gratuit, c'était offert pour le coup. Et tu peux comprendre évidemment, fait que ouais. Évidemment. Il y a eu comme ça des retours, etc. Et c'était intéressant parce que pour le coup, dans cette guérison, ça m'a fait aussi toucher l'endroit du peu importe. L'autre a le droit de prendre comme il veut, comme il peut. Cet acte que moi je donne, comme dans toute relation, moi je suis 33%, l'autre est 33%, et il y a l'espace de la relation, les 34% au milieu. Donc moi j'arrive avec mon élan, je mets dans l'espace de la relation cette main tendue avec un petit papier, et si l'autre choisit de le prendre, c'est super, on va peut-être se rencontrer 15 secondes, 10 secondes, 1 heure, ou pas, peut-être que c'est pas l'envie et c'était même pas l'objet. Moi, l'idée, c'était pas du tout de me faire des amis, mais juste d'entrer en interaction. Et l'autre, libre à lui ou elle de choisir de prendre ou de pas prendre. C'était toujours sous format de petits papiers ou ça pouvait être des compliments aussi? Donc, des compliments que je faisais beaucoup à l'oral. Et puis, très vite, comme les gens avaient quand même beaucoup les casques audio, j'ai basculé en compliments par écrit. Il y a eu des scènes fantastiques, de choses marrantes, parce qu'à un moment donné, ensuite, je me suis mise à dessiner les gens aussi. Donc, j'ai fait les portraits des gens. Donc, on se faisait des portraits mutuels avec des gens de temps en temps, où il y avait des mamans qui restaient, qui voyaient bien que je les dessinais, que je les croquais, et qui restaient comme ça. Il y avait la petite fille qui disait maman, mais c'est là qu'il fallait descendre. Elle dit oui, bah écoute, on descendra dans quelques stations, on verra. Et elle posait, voyant, puis venant ensuite regarder ce que j'avais dessiné. Donc ça, tu faisais carrément dans le métro aussi. Oui, ensuite je me suis mise à faire des portraits un peu de... Il y avait vraiment comme ça... Et tu donnais les portraits aux gens? Oui, beaucoup. Oh, c'est formidable. Beaucoup. Je les prenais en photo avant, j'en ai posté un peu sur Instagram, mais c'est vraiment quelque chose de... Tu as été l'inconnu de beaucoup de personnes. Certainement. Tout peut basculer aussi, parfois avec une toute petite chose comme ça. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Tout peut basculer. C'est vraiment important. Oui. Moi, j'ai vraiment eu à des moments essentiels dans ma vie, des phrases... Je me souviens, et je l'ai raconté ça au tout début du conte, à 18 ans, donc j'étais partie aux États-Unis et j'ai acheté un pass de bus Greyhound là-bas, donc le bus qui sillonne les États-Unis, et je dormais dedans. Donc je pense que la première nuit dans une auberge de jeunesse, elle était au bout de 15 jours, donc j'ai vraiment fait un road trip à me laver les cheveux dans des lavabos de station-service, un incroyable, truc, 18 ans, sac à dos, sans donner de nouvelles à personne parce que Internet à l'époque, voilà, bref. Mais je me dis, j'ai vraiment une bonne étoile parce que ça aurait pu mal tourner cette histoire. Et c'était fantastique parce que dans ces bus, je me suis retrouvée avec des loupards un peu, des gangsters qui avaient fait de la prison, qui discutaient avec moi. J'avais rencontré 3 jeunes qui allaient refaire leur vie, qui avaient un sac poubelle avec des billets dedans. Je ne sais pas s'ils avaient braqué une supérette ou quelque chose, et qui me disaient, mais t'en veux, prends un peu si tu veux. T'as l'air de voyager toute seule avec ton pauvre sac à dos. Qu'est-ce que tu veux? Prends quelques billets si tu veux. Et je me souviens que j'avais atterri à la Nouvelle-Orléans. Et il y avait Al Gore à l'époque qui prétendait à devenir président, et donc c'était méga meeting dans les rues de la Nouvelle-Orléans, et c'était vraiment les élections à l'américaine. Je me souviens de sa femme venant, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le prochain président? Et j'avais discuté avec cette femme qui était à côté de moi, donc dans la foule, et on avait discuté, et je pense que avec le recul là aussi, je me dis 18 ans, mon sac à dos, elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, la petite française échouée. Et elle m'a invitée à venir déjeuner. Et elle m'a tendu, elle avait plein de bracelets qui étaient en fait des malas autour de son poignet, et elle m'en a tendu un avec tout plein de perles noires et une grosse perle dorée au milieu, en me disant n'oublie jamais que tu es cette perle là. Et elle m'a tendu le bracelet que j'ai dans une de mes boîtes de bijoux. On n'oublie jamais ça. Ouais, et vraiment j'avais 18 ans, c'était fort pour moi de recevoir cette phrase là. Il y a eu plein de choses comme ça.
plein de moments. Mais c'est chouette que j'ai presque envie que les gens mettent sur pause et qu'ils réfléchissent à tous ces inconnus qu'ils ont eu dans leur vie, ces petits moments. Enfin, moi, évidemment, il y a plein de. Je vais pas les raconter là maintenant, mais il y en a eu tellement. Alors, vas-y, raconte-en un. Bah, écoute, mais c'est une histoire. J'étais à l'hôpital pendant ma chimio. Il n'y avait pas de cheveux et je faisais la file pour acheter un carpaccio de bœuf, tu vois, à la cafette de l'hôpital. Et il y a un ambulancier qui est venu qui a vraiment traversé toute la cafette, qui est venu vers moi et qui m'a dit, mais vous êtes tellement belle et je vous trouve tellement courageuse. Et puis il m'a confié que sa femme avait un cancer très grave et qu'elle était devenue aveugle. Et on s'est serré dans les bras. Lui, il avait son gros costume d'ambulancier, serré dans les bras. Et en fait, je suis remontée dans ma chambre parce que ma chimio allait commencer. J'ai éclaté en sanglots et puis je me suis dit, merde, il faut que je retourne. Donc, je suis partie avec ma perf. Je suis descendue dans le truc des arrivées des ambulanciers. Il était plus là. Mais c'est pas grave. Voilà, tout avait été dit. On a un gros hug. Et en fait, en lisant ton livre et tout ça, en écoutant l'histoire, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'était un inconnu. Et on se reverra jamais. Et il s'est passé tellement de choses. Ce sont des petits gestes d'un jour et il y a rien qui se passe derrière, quoi. Et c'est beau parce qu'il était sensibilisé et que donc lui continuait d'essaimer ces petites graines-là. Oui. Et tu as raison, c'est vrai que c'est quand les gens lisent les histoires de Merci un inconnu sur le compte Instagram, ils m'envoient parfois un mail en me disant, c'est d'ailleurs là qu'il faisait des commentaires souvent en mettant c'est pas à moi que ça arriverait ce genre de choses. Donc il y avait beaucoup de gens d'âmes blessées en fait qui disaient ça en disant oh là là, et puis finalement qui me renvoyaient un message 3 semaines après en disant ah, attendez, en fait, j'en ai trouvé un il y a 10 ans, etc. Et ensuite, qui me renvoyait un message 2 mois après en disant « Mais en fait, attendez, j'en ai trouvé 15. » Mais c'est en ça que je trouve que tu apportes ce nouveau regard sur la vie. Et moi, je me souviens, j'ai habité aux États-Unis la moitié de ma vie. Donc, je me souviens, là-bas, j'avais entendu gratitude is like a muscle, un muscle qu'on travaille. Je pense que c'est vrai, quoi. Quand on voit Merci un inconnu, c'est contagieux, quoi. On a envie de participer à ce mouvement, on a envie de... Je suis sûre que tu as donné l'idée à des centaines de milliers de personnes, quoi. De se dire, OK, ben moi aussi, je vais faire un feedback positif. Moi aussi, je vais laisser un petit mot. C'est hyper contagieux. C'est vrai, ça donne envie de le faire. Et moi, je me souviens d'avoir entendu Michel Drucker dans une émission dire qu'il avait vraiment la philosophie de vie du bravo et merci. Et que dès qu'il regardait quelque chose à la radio ou la télé et qu'il trouvait ça chouette, il appelait à 2h du matin, le standard, où il envoyait un mail pour dire super le documentaire sur les tortues de Galapagos, etc. Et c'est vrai que moi je fais beaucoup ça aussi. J'envoie beaucoup des messages en disant j'ai écouté, c'était super. Mais c'est gratuit, mais ça fait tellement du bien. Et moi je vais te dire, je trouve que ça fait du bien de faire un feedback positif. Enfin, on reçoit tellement plus en retour en fait. Hein, c'est vrai. Hein. Donc, alors il y a eu ce défi que tu t'es lancé. Et puis, quand est né Merci à un inconnu, le compte Instagram, parce que ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc, il y a combien de temps, en fait, entre... Donc, il y a 20 ans de Sweet Art, en fait. Il y a vraiment, de ces petits mots que je donne dans les transports en commun, qui deviennent les textopolitains. J'en sors des petits carnets chez un éditeur, chez Flammarion. Et puis ensuite, je me mets à prendre des feutres en forme de rouge à lèvres. Et j'écris sur tous les miroirs de Paris, dans les bars, dans les restos, dans les boîtes de nuit. Tu sais que je crois que c'est arrivé dans les hôpitaux, hein, ton histoire, hein, parce qu'il y avait tous les petits mots dans les hôpitaux et tout ça. Ça vient de ton initiative, tu penses? Je ne sais pas. Écoute, certainement. Moi, peut-être. Je l'ai vu, tu vois, dans la communauté des gens qui ont le cancer, des petits mots sur les miroirs sur aussi. Les miroirs. J'aime bien faire des choses en écrivant. Tu vois, ça n'est pas parce qu'elle est belle que je ne le suis pas. Ou il y a des choses vraiment pour réasseoir aussi. Cette idée du miroir. Et moi, je me requinquais, hein, évidemment, au fur et à mesure, en écrivant ça sur tous les miroirs. Et donc, il y a 20 ans là, en fait, entre cet événement, les petits mots les petits mots jusqu'en 2011, les miroirs, c'est un peu avant. Et toi, t'es journaliste en même temps, ça, donc médias, à l'affût des nouvelles. Télé, je travaille un peu pour l'armée, je fais des reportages un peu sur les soldats blessés. Je prends en même temps soin de mon soldat blessé intérieur, tu vois, de ma petite caporal-chef un peu en perdition. Et puis, à côté de ça, je fais des flash infos, des revues de presse, des journaux de la santé. Qu'est-ce que j'ai fait des émissions musicales, des choses, un peu dans des médias français, Europe 1, Radio France. Et quand je suis à Europe 1, ils me donnent une émission l'été. Et j'ai vraiment ce truc du Merci un inconnu, ce hashtag. J'ai un hashtag Merci un inconnu qui vient. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. En fait, les gens, on pourrait chiffrer le nombre de gestes désintéressés en demandant aux gens de taguer Merci un inconnu.
il vous arrivait ça aujourd'hui, vous écrivez ça. Et donc, je me dis, je vais tester. Je commence à avoir un peu l'idée, je vais tester ça. Et donc, je fais une émission de radio lors de laquelle je demande aux gens de nous appeler. Je faisais un peu de libre antenne le soir et je trouvais que les gens venaient un peu pour déverser leur trauma et leur existence lourde. Et j'étais pas sûre de l'effet produit. Je trouvais que les gens me disaient, j'adore écouter ce truc-là, parce qu'en fait, c'est tellement sordide que je me dis qu'en fait, ma vie est pas si nulle. Je trouvais que c'était, je trouvais que ça tirait quand même sacrément vers le bas. Ouais. Et que, il y avait peut-être moyen de venir proposer autre chose comme énergie dans un micro. Donc, j'ai proposé, que des auditeurs viennent raconter leur merci à un inconnu. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Et je me suis dit, quand même, c'est chouette. Donc, il n'y avait pas encore ce compte Instagram. Ça, c'était avant. C'était en radio. Oui, c'est pour ça. Ça fait très longtemps. C'est vraiment un projet qui s'est mûri et qui se met aussi au diapason de, je sens, quelque chose de la société qui est prête aussi. Tout à fait. À accueillir. Avec le Covid. Oui. Et je sens aussi, même à un endroit aussi, pour venir équilibrer la vague MeToo. Et la vague MeToo inceste aussi. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose qui vient vraiment, non pas annuler, non pas mettre de côté, bien évidemment. Les 3/4 des femmes que j'accompagne sont MeToo ou MeToo inceste. Donc je sais combien toutes les agressions faites aux femmes, aux enfants sont des bombes à retardement sociétal. Et c'est toujours et en même temps, je crois profondément que de venir soutenir, trouver soutien auprès d'inconnus dans cette libération de la parole, dans cette transformation des rapports hommes-femmes, dans cette reconnaissance des souffrances, de venir regarder quand les institutions, on le voit bien, les institutions, la justice, les femmes qui portent plainte, on leur rit au nez, les types sont pas condamnés, etc. Et de venir trouver aussi soutien auprès d'inconnus peut être une forme de ressources aussi. Et donc, je trouve très intéressant aussi dans des histoires, il y a des histoires très légères de Merci à un inconnu, et il y a des histoires beaucoup plus fortes, plus denses de jeunes femmes qui sauvent d'autres jeunes femmes d'une agression, ou d'hommes qui se lèvent et qui qui interceptent et qui interviennent lors d'une échauffourée dans un bus, voilà. Donc, je trouve que l'idée, c'est vraiment de plus en plus, en fait, de créer une forme de média. Oui. C'est une forme de média. À 445 000 abonnés aujourd'hui et 8 millions de comptes par mois touchés, c'est une force de frappe et un impact énorme. Donc, ça me permet de dégommer la croyance de « ça n'intéresse personne ». Oui. Dont acte. C'est ce que tu as dû probablement entendre pendant des années. 200 000 fois. Et donc, l'idée, c'est CQFD. Moi, j'adore. Ancienne journaliste, la preuve par les chiffres, par l'image, par les faits. Donc, par les faits, visiblement, en fait, les gens sont hyper intéressés. J'ai lancé donc ce compte-là au tout début du premier confinement, donc vraiment où là, d'un coup, ça c'était vraiment le moment idéal. Hein. Mais c'est-à-dire que j'ai pas pu faire autre chose que ça. Hein. Il y avait rien de stratégique là-dedans. Moi, j'étais en train de lancer mon entreprise d'accompagnement. Donc, je vous cache pas que le Covid tombant là-dessus était quand même sacrément, pas très confortable. Et vraiment, un soir, mais presque un peu Jeanne d'Arc, j'ai vraiment entendu intérieurement, cette petite voix intérieure qu'on nous dit écouter, quelque chose comme vraiment, maintenant, Merci à un inconnu, c'est un compte Instagram. Et j'ai fermé mon ordinateur, je me suis levée de mon bureau, je suis allée m'asseoir sur mon canapé, j'ai pris mon téléphone, et je fais, OK, comment on monte un compte déjà ? Clac, clac. Et vraiment, j'ai fait un truc et j'ai écrit la première histoire, c'est la mienne. Et puis le lendemain, j'ai posté une deuxième histoire et c'était encore la mienne et j'ai mis mon deuxième prénom. Et le surlendemain, j'ai mis une troisième histoire, c'était encore à moi, en mettant mon troisième prénom. Et donc tu remerciais à chaque fois un inconnu alors. Exactement. Oui. Et donc c'était à vous l'inconnu qui, donc voilà, une espèce de litanie comme ça, comme un psaume. Et donc vraiment, et le compte comme ça. Et puis d'un coup, je me suis dit, en fait, il y avait des gens là lors des émissions radio qui m'avaient envoyé leur histoire. Je vais juste la retranscrire et donc je vais la mettre. Donc je mettais, et je signais de leur prénom. Ouais. Et puis finalement, on se faisait un peu des zooms avec des copines, et je leur dis tiens, je lançais un truc, je sais pas, ça me booste à fond. J'ai hyper envie de faire ça. C'était tellement anxiogène comme période, quoi. Donc et les gens se sont saisis vraiment de ça en fait. Ils t'ont tout de suite envoyé des histoires. Tout de suite. Alors, c'était très drôle de voir comment, au début, ils envoyaient leurs souvenirs de voyage. Donc, j'avais plein d'histoires lors de ma lune de miel à Bali, lors de à l'aéroport de Dublin, etc. Donc, les gens étaient enfermés chez eux et du coup, ne pensaient que aux histoires vraiment extraordinaires qui leur étaient arrivées avec des gestes désintéressés reçus d'inconnus.
Et puis au fur et à mesure, les mois passant, je dirais que l'étau se resserrait et que de plus en plus c'était à vous qui m'avez entendu jouer de la guitare dans mon appartement d'étudiant au 2e étage et qui avait sifflé en disant c'est super, continue depuis le bas de la porte pendant votre balade de 1 heure tolérée, etc. Et avec plein de choses comme ça, vraiment de promiscuité. Merci à la dame qui m'a laissé une part de gâteau au chocolat sur une assiette sur mon paillasson parce qu'elle avait cuisiné un petit truc dans la journée. Merci aux enfants qui en face de chez moi ont mis des messages sur les vitres pour qu'on puisse communiquer. J'adore. Voilà, donc et c'était très intéressant de voir combien vraiment l'étau se resserrait et finalement que tous ces inconnus qui étaient les uns pour les autres, évidemment, on se rendait compte qu'il y avait plein de choses à vivre avec de la promiscuité choisie à cet endroit-là et beaucoup moins subie. C'est extraordinaire. Alors, j'ai pris le livre. Est-ce que, j'imagine que toutes les histoires te touchent, mais est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre qui t'ont beaucoup plus marqué? Il y a des histoires très fortes. Je sais pas si tu as besoin du livre, mais à mon avis, tu les connais, mais... Oui, je les connais. Je suis quand même le nez beaucoup dans ce compte Instagram, à voir ce qui est envoyé. En fait, ce qui est intéressant avec les histoires de Merci à un inconnu, c'est qu'il y a des types d'histoires. Oui. Donc, il y a, je pourrais presque, en fait, au bout de 2 ans et demi, 3 ans maintenant, faire des catégories. Ah, mais c'est hyper intéressant. Mais est-ce que ça correspond? Parce que ça, c'est extraordinaire. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi tous ces noms? Donc, je me permets de le dire. Dans le livre que je conseille à tout le monde, c'est vraiment un livre de chevet qu'on a envie d'ouvrir tout le temps. Tu as fait des chapitres, les coups de pouce célestes, les grands esprits, les diffuseurs de mots doux, les désintéressés du geste. Ça, c'est un petit peu les types d'histoires. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui rapportent des objets perdus ou oubliés. Il y a ceux qui, alors il y a vraiment les héros. Symbolique, ça. Il y a des histoires aussi vraiment de massage cardiaque, d'accidents de voiture, vous êtes descendu de votre voiture, vous êtes venu me tenir la main jusqu'à ce que les pompiers me désincarcèrent, je sais pas quoi, de l'habitacle de la voiture. Donc il y a des choses vraiment héroïques au sens premier du terme. Il y a beaucoup les compliments aussi, les phrases, les mots doux, les ça va aller, les courages, les confiances, vous allez avoir votre examen, qu'est-ce que vous êtes belle dans cette robe, enfin voilà. Donc tous ces mots vraiment, c'est un langage de l'amour, les phrases dites en conscience, les compliments dits en conscience. Il y a aussi tous ceux qui font véritablement un geste désintéressé. C'est la jeune fille de 18 ans qui vient d'avoir son permis et qui galère à faire son créneau, et le monsieur qui se gare en warning et qui dit « Attends, je vais te le faire, ma cocotte, t'inquiète », parce qu'elle est en larmes et qu'elle en peut plus, elle est paniquée à l'idée de garer la voiture de ses parents. Donc ça peut être ce genre de choses-là. C'est toujours désintéressé quand même. C'est ça la beauté de tous ces gestes, en fait. C'est quand même toujours désintéressé. On n'est pas en train de se filmer, c'est désintéressé, purement totalement, désintéressé. Parce qu'en fait, la première des questions qu'on me pose, c'est est-ce que, et d'ailleurs, quand les médias viennent me voir et qui me demandent des infos sur Merci à un inconnu, c'est une de leurs premières questions, est-ce que on peut essayer de créer une rencontre factice entre celui qui a donné le geste et celui qui l'a reçu? Mais justement, comme il y avait une émission dans les années 80 qui s'appelait Perdu de vue, comme ça, en France. Bref. Et donc voilà, on faisait se retrouver des amours de jeunesse, des trucs, bref. Et là, en fait, c'est ça qui est très beau, c'est que personne se laisse sa carte de visite, personne se regarde, personne se filme, ça dure 2 minutes, et en fait, même à ça, alors, je sens que les gens ont besoin de dire merci, mais pas forcément d'aller vraiment plus loin, finalement, à ce que, voilà. Mais ils le savent, en plus, parce que c'est merci à un inconnu, donc les gens vont pas se retrouver. Et c'est ça qui est beau, ils savent très bien qu'en fait, ils ne retrouveront pas la personne, toutefois, ils ont besoin de dire merci. Oui, c'est comme si la boucle était bouclée. Tout à fait, c'est exactement ça. Sinon ça reste en suspens. Il y a quelque chose qui est inachevé, et donc il y a vraiment ce cycle, et qui permet ensuite un cercle vertueux, et de poursuivre, et de, à leur tour, eux-mêmes, proposer un geste désintéressé. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui racontent combien un homme, une femme derrière eux dans la file, parce que leur carte bleue passait pas, ont complété. De 10, 15, 20, 30 euros parfois, voilà, financièrement, ou on payait un plein d'essence, ou en disant tu pourrais être ma fille, en fait, voilà, donne-moi ton truc là, je vais payer pour toi, et qui disent à chaque fois dans les merci, le jour où j'ai de l'argent, je ferai de même. Il y a un exemple qui est donné, et tu penses que justement quand tu dis le merci, la boucle est bouclée, et... Le merci, en fait, dire merci, c'est dire au revoir, donc ça clôture.
Dire merci, c'est dire au revoir, en fait. Et ça parle vraiment du troc, en fait. Au départ, les hommes, l'argent est une invention de l'homme. Au départ, les hommes, ils avaient un bananier d'un côté, un bois de l'autre côté. Il y en avait un qui avait besoin de bois pour faire du feu, l'autre qui avait besoin de bananes. Et voilà. Et à un moment donné, quand moi, ça m'intéressait plus les bananes, c'est bon, j'avais mon stock de bananes. Et ben, je te disais, tu sais quoi, en fait, on va inventer un truc, ça va être l'argent, et on va pouvoir troquer ça de cette manière-là. Et donc, le merci venait clôturer aussi un deal, une transaction mercantile, marchande. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui venait clôturer ça. Donc dire merci, c'est aussi dire encore, s'il vous plaît. Ouais. Tu parlais des Américains, le attitude of gratitude, il est magnifique. Ouais. C'est vraiment, c'est tout à fait. J'avais une de mes enseignantes comme ça, une des femmes qui m'a accompagnée dans cette guérison de l'être, qui me disait tout le temps. Tais-toi et dis merci. C'était quel que soit ce qui arrive dans la vie, tais-toi et dis merci. Parfois c'est un cadeau très mal emballé. Derrière il y a évidemment un grand merci à trouver. Ce merci-là, pour moi c'est le plus beau mot de la langue française. C'est vraiment très beau. J'avais rencontré un monsieur comme ça magnifique qui enregistrait les merci. Il voulait faire une chorale de 10 000 merci. Dans toutes les langues. Oui, voilà, d'entendre les merci avec des intonations, avec vraiment, il nous enregistrait avec vraiment quand ça venait du cœur, comme ça, de penser, d'avoir une intention précise et de venir poser son merci. Et ensuite, il allait faire comme un canon ou quelque chose comme ça. Mais donc, ces gens déposent un merci, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils déposent un merci dans l'univers aussi, parce qu'on ne retrouve pas la personne, mais c'est formidable. Alors, maintenant, concrètement, c'est toi qui relis toutes les histoires donc les gens t'envoient leur histoire. Oui. Comment est-ce que tu fais? Parce que j'ai vu que tu avais coupé les commentaires. Oui. Sur Instagram. Parce que j'imagine que ça ce serait l'enfer. Alors, évidemment. Comme tout projet artistique, je dirais, comme tout projet tout court, il y a plusieurs phases dans le projet. Donc, il y a les débuts un peu, et puis j'apprends, et puis moi, je grandis avec ça. Je comprends ce que ce projet vient me dire et où il me demande de l'emmener. Donc, au début, évidemment, on était tous enfermés chez nous. Donc là, moi, je me suis dit, allez, je vais reprendre les histoires des gens, je vais faire des jolis templates, etc. Il y avait quelque chose en moi qui était pas très... Je trouvais ça pas très juste de reprendre, en fait, les mots des gens, de les remettre à ma sauce. Enfin, bref, c'était pas là ma valeur ajoutée, je crois. J'étais pas correctrice, ni prof de français. Bon, ça m'intéressait moyennement. Ça me prenait beaucoup de temps et c'était pas pour ça que je le faisais. Voilà, j'ai un peu, je dirais, tâtonné, j'ai sous-traité ça un peu à des jeunes femmes que je payais pour venir, réécrire aussi. Ça fonctionnait moyennement. Et puis, en fait, je me suis dit, c'est pas ça le plus important pour l'instant. C'est intéressant, c'est vraiment venu me montrer aussi les grands chevaux sur lesquels je me mettais moi, la journaliste, moi, je sais comment on écrit le français. Et finalement, peu importe, l'histoire de Martin qui est truffée de fautes d'orthographe, elle est pas moins intéressante que celle de Nadine qui est dans un français très châtié, etc. Et donc, je pourrais écrire un bouquin sur tout ce que j'ai appris de Merci à un inconnu parce que c'est vraiment venu me montrer des endroits en miroir chez moi qui étaient pas très agréables à regarder non plus, l'endroit où je jugeais ça et où en fait une histoire ça reste une histoire et ça reste un geste désintéressé aussi, donc ça n'enlevait pas. Finalement, c'était assez touchant que de partager l'histoire telle qu'elle avec la personne qui le racontait, avec ses mots, avec son émotion aussi, en parlant des pitchouns plutôt que de ses enfants, ou touchant, d'avoir, d'un coup en fait, ça devenait beaucoup plus touchant en fait. C'était et moi je devenais de moins en moins journaliste. Je disais de plus en plus au revoir à la journaliste intérieure, je dirais, et de plus en plus je laissais place à ce qui était là en fait, à vraiment à ces voix qui s'exprimaient. Et puis là où je me suis dit, il va falloir que je coupe les commentaires, c'est que, évidemment, les commentaires, dans cette société du tout commentaire, devenaient vraiment... j'aimais bien, il y avait cette phrase qui disait « Elle a un avis sur tout, mais elle a surtout un avis. » Oh, j'adore. Et c'est un peu ça, les réseaux sociaux. Et donc, il y avait cette propension de plein de gens à venir dire « Ah, c'est pas à moi que ça arriverait » ou merci de me montrer que c'est possible que ça puisse arriver. Donc c'était très intéressant. Là aussi, c'était une leçon de développement personnel sur les croyances. Vous voyez, tous ces coachings de croyances, tous les jours, j'avais la preuve par A plus B de tous ces gens qui en fait se disaient c'est pas possible, ça ne m'arrivera pas ou. C'est assez triste en fait, hein. C'était triste. Il y en avait beaucoup qui écrivaient ça.
Oui, et qui jugeait en disant, mettons une histoire sur une jeune femme qui rentrait éméchée d'une soirée et qui remerciait ce jeune homme qui l'avait raccompagnée en poussant son vélo et qui, n'avait pas abusé de la situation. Évidemment, dans les commentaires, il y avait 20 personnes qui disaient, tu l'as bien cherché en même temps, etc. Donc ça, en fait, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Et surtout, moi, en créant un espace, plateforme, un média, je suis un peu garante de la sécurité de chacun. Oui. Comme quand, dans mes activités annexes, d'accompagnement de femmes, de cercles de femmes, de cercles de libération de parole thérapeutique, c'est à moi aussi d'être gardienne de cette parole qui est distribuée à l'intérieur. Et donc, je me suis dit que j'allais vraiment me foutre allègrement de l'algorithme et vraiment décider que ça n'avait aucun enjeu dans le projet que j'avais. Mais c'est même pas le projet que j'avais, c'est ce que l'on me souffle à l'oreille pour ce projet-là, et donc de couper tout commentaire. Commentaires. Et qu'en fait, l'histoire en elle-même se suffit. Mais oui, il y a pas besoin, on s'en fout de vos histoires et de vos commentaires et de vos cœurs etc. Peu importe en fait. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir comme une source d'histoire comme ça, de fontaine qui distribue et qui en permanence balance les histoires qui arrivent par là. Ouais. Il n'y a pas besoin de plus. Mais non, il n'y a pas besoin de plus. Et probablement qu'il y a des commentaires qui venaient abîmer en plus des histoires. Pour l'instant, c'est sur un réseau social, donc il y a Instagram, un peu sur Facebook aussi. Ça touche beaucoup de monde déjà. Et évidemment, pour moi, là, le virage, c'est d'éloigner, élargir ça, expanser tout ça au bitume, au réel, à la vie, à la matière. Et donc d'aller de plus en plus vers des campagnes d'affichage de 4x3 dans les transports en commun, dans les métros, dans les bus, dans les gares, dans les hôpitaux publics, dans les écoles. Donc réellement créer. Donc c'est quoi tes rêves en fait maintenant pour Merci un inconnu ? Aujourd'hui, pour Merci un inconnu, la vision que j'ai, que je reçois, vraiment que je rêve, qui vient me tirer l'oreille pendant les rêves, les songes, c'est vraiment une ONG à visée internationale. C'est pour ça que j'ai créé Thank You to a Stranger. Il y a aussi un compte qui s'appelle Thank You to a Stranger. Et donc, c'est vraiment, d'abord, dans un premier temps, d'arroser la France, mais d'arroser au sens premier du terme. C'est-à-dire la France, Belgique, j'imagine, toute la francophonie. En fait, oui. Pour moi, le rêve que j'ai, et c'est vraiment, c'est là que je suis dans une vibration de ce que je suis venue faire ici, de ce pourquoi je suis restée sur ce quai de métro, c'est vraiment que n'importe quel être humain, quand il sort de chez lui, il a un pochoir au sol qui raconte un Merci un inconnu, il attend son bus face à une histoire, il rentre dans le bus, il y en a une autre, il y a quelqu'un qui lui donne un petit mot, voilà, et que c'est en permanence. À la radio, il entend une chronique de Merci un inconnu, juste avant le JT de 20h, évidemment, il y a un journal de gratitude avec des Merci un inconnu. Et donc voilà. Il y a des spectacles, il y a des... Ça change réellement notre... tout ce qui est neurotransmetteur et tout ça, c'est prouvé quand même, Bien sûr. La gratitude, comment est-ce qu'on dit, les connexions neuronales, on secrète des endorphines quand même quand on lit tout ça. Moi, quand je passe du temps sur Merci à un inconnu, je secrète l'hormone du bien-être, quoi. Du bien-être et aussi du possible. Et aussi du possible, du champ des possibles qui est ouvert. En fait, ça donne envie de passer à l'action aussi. De passer à l'action. Alors moi, je l'ai conseillé à des filles qui sont en chimio et qui m'ont dit mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Donc elles ont scrollé, lu les histoires. Et donc tu peux passer vite 2 heures, en fait. Tout à fait. Tu sens le bien que ça te fait, quoi. Et c'est justement une des enquêtes que je voudrais mener, c'est vraiment de louer un théâtre et de mettre les gens, une centaine de personnes assises à regarder 1 heure de mix de journaux télé, de chaînes d'infos en continu, voilà. Ouais. Puis ensuite qu'ils aillent voir un médecin, qu'on ait vraiment des professionnels, d'avoir des électrodes, des choses, et ensuite qu'on fasse 1 heure de Merci un inconnu. Juste d'aller voir, scientifiquement parlant. On sait déjà ce qui va se passer. On sait un peu, quand même, juste d'aller le regarder très en face, en fait. Vraiment. Que ce poids des mots, ce poids des images aussi, des pubs dans les transports en commun. Je vous dis, encore une fois, les transports c'est mon bureau. C'est mon bureau. Et donc, qu'est-ce qu'on nous vend comme image, comme message? Donc vraiment, pour moi, Merci un inconnu, il y a informer différemment, inspirer dans le « Ah ouais, moi aussi, je pourrais le faire voilà. ». Et donc... favoriser le passage à l'acte de tiens, moi aussi j'ai donné des petits mots, moi aussi là elle pleure, non attends, j'ai un paquet de Kleenex, je vais aller lui donner. Voilà, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent oh là là, je lis vos histoires et tout, bon mais là ça fait 3 femmes que je vois qui pleurent et j'ai pas encore réussi à y aller, etc. Et en fait je le sais très bien, moi je connais cet endroit-là.
Parce qu'en fait, la femme qui pleure en face, c'est une forme de femme qui pleure à l'intérieur de soi. C'est toujours, ça résonne toujours. Évidemment. Avec... Oui. Et donc, déjà de la voir en face, c'est évidemment quelque chose. Déjà de lever le nez de son smartphone, de se mettre au monde et d'être en reliance au monde. Et de dire, ah là là, oh, cette femme là-bas, elle a la tête contre la vitre. Oh là, non, ça y est, une première larme, une deuxième larme. Oh, et juste me dire, allez, qu'est-ce que j'ai ? J'ai quoi ? J'ai un prospectus. J'écris juste au dos du prospectus. Ceci est un petit mot de réconfort, je le déchire et je viens et je lui donne juste en lui disant bonne soirée madame et je m'en vais. C'est vraiment contribuer à un monde meilleur, hein, ça c'est... Et ça change beaucoup. De la même manière que de faire des campagnes d'affichage disant 99% des femmes ont été agressées dans les transports en commun. Oui, merci, c'est bon, on le sait toutes. On le sait, on l'a toutes vécu. De mettre une histoire en 4x3 sur à vous, l'inconnu qui vous êtes levé quand le monsieur est venu et m'a dit que j'étais bien courvêtue ou quoi au caisse et que vous, madame, vous êtes levée en lui hurlant dessus et en vous mettant entre lui et moi et qui ensuite êtes resté en me tenant la main, en me raccompagnant du haut de mes 16 ans, etc. Évidemment que ça donne envie. Évidemment qu'au pied des escaliers de métro, s'il y a écrit à vous, le monsieur qui avait fait demi-tour dans l'escalier me voyant galérer avec ma double poussette et qui est venu m'aider à remonter, tout ça avec un grand sourire en sifflotant et en racontant une blague à mon petit garçon de 4 ans. Tu peux pas faire autrement que de... Ben oui. La preuve par l'exemple. Oui. L'exemplarité. Oui. C'est vraiment ça. Et donc, qui est-ce que tu vas trouver là maintenant Quels sont les next steps ? Les next steps. C'est un boulot de malade quand même. Oui, hein, oui. En plus de plein d'autres choses. Souvent, parce qu'évidemment, ça tombe jamais au milieu d'une période de chômage. Ou quoi. Non. C'est bien là que ça vient challenger. Donc, je suis en train donc de déployer une association d'utilité publique. Oui. Donc, dans un premier temps, qui donc est ouverte à tous les dons. Je le dis, à tous les gestes désintéressés. Et en même temps, qui permettrait de permettre de déployer, d'aller de plus en plus loin, de constituer une équipe aussi, d'avoir des gens qui vont ensuite aller toquer aux portes de mécènes, de fondations pour pouvoir déployer, de pouvoir créer des réseaux de partenariats peut-être avec la SNCF, la RATP, ça c'est vraiment évidemment beaucoup de boîtes de pub qui seraient vraiment intéressées. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est bon, écoute, merci. Écoute, j'avais encore mille Vas-y, on a le temps si tu veux. Non, mais bon, comme ça, on va enregistrer notre épisode 2. Mais j'étais très frappée par cette histoire de cette femme. Ce que j'ai adoré dans ton livre aussi, c'est tous ces petits chapitres. C'est des petits bijoux, en fait, ces histoires. Toutes ces petites histoires qui te sont arrivées. Il y en a 2 que j'ai notées. C'est les quelques minutes à perdre et à gagner. Donc, l'histoire de ce clochard qui t'a... Tu peux la raconter en quelques mots. J'aime bien raconter. Je pense que je vais raconter de plus en plus ces petites histoires-là qui m'arrivent parce que j'aime bien ça. Oui, mais parce que ça permet de comprendre des choses sur soi aussi. Tu vois, donc, il y a celle-là et puis il y a cette dame, le dernier métro aussi. Oui, voilà. C'est vraiment la conteuse du bitume en moi que de plus en plus que je suis en train de mettre au monde aussi et de venir raconter, en fait, puisque j'ai beaucoup exploré ces histoires-là. Et en fait, il y avait ce monsieur comme ça où à 2h du matin, j'entrais d'une soirée et j'étais à vélo. Et il était comme ça sous son abribus à boire du vin et à vivre dans la rue. Et en fait, je suis passée comme ça, il faisait très froid. Et je suis passée sur mon Vélib et il a dit, excusez-moi, est-ce que vous avez 5 minutes pour discuter, pour échanger, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais qui je suis si je ne m'arrête pas, en fait? C'est vraiment... c'est honteux de pas s'arrêter. Il t'a dit pour échanger, 5 minutes pour échanger. Pour discuter, pour échanger. Ouais. Je me suis dit, mais pour échanger, il cherche juste du lien. Et bon, j'ai passé 2 heures sur ce banc à échanger, et à goûter et à boire un peu de vin dans un gobelet en plastique, etc. Et c'était super, c'était vraiment, c'était quand on dit toujours j'avais 5 minutes à perdre, ou à gagner. C'est selon l'endroit où je me positionne, en fait, où je regarde, avec quelle paire de lunettes je regarde la vie. Oui. Et il y avait aussi cette femme qui est venue s'installer à côté de toi et j'ai adoré quand tu as écrit, c'est souvent dans les yeux d'un inconnu que nous pouvons enfin laisser sortir du brouillard la magnifique personne que nous sommes. Ouais, c'était une petite grand-mère comme ça qui était et moi-même, c'était un peu il était déjà très tard dans le métro, c'est un peu les couloirs vides et les rats. Bon bref, les gens un peu éméchés et j'étais pas très rassurée et en fait là il y a une grand-mère endimanchée qui devait sortir, je sais pas, de l'opéra ou quelque chose comme ça, qui est arrivée et elle est venue mais vraiment se coller à moi et en fait j'ai réalisé que
pour elle, je représentais une sécurité, en fait. Oh, c'est ça qui est... Et moi, je cherchais vraiment, depuis 10 minutes sur ce quai de métro, quelqu'un qui aurait une bonne tête. À côté de qui tu pourrais te mettre. Évidemment. Oui. Et en fait, je réalisais que moi-même, je pouvais être port d'ancrage pour cette femme. Évidemment, que je pouvais bien imaginer qu'elle était, elle avait sorti son vison, sa petite fourrure et son petit sac à main. Et donc, à minuit et demi, dans les transports en commun. Tout à fait. Et donc, il y avait quelque chose un peu d'inversé, en fait, qui était intéressant, des vases communicants. Écoute, merci tout cœur. Anne, comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Alors, merci à un inconnu, puis j'aimerais bien que tu nous fasses une petite intro, que tu nous dises ce dont tu vas parler dans le podcast suivant aussi. Mm-hmm. Alors, non, ce que je peux proposer peut-être à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, si cet épisode-là les fait réfléchir, alors exactement ce que tu proposais tout à l'heure, se demander quels sont les inconnus qui ont été là, ne pas hésiter à venir envoyer des messages sur le compte, ça va être de mieux en mieux sur le site internet, on va pouvoir venir déposer les histoires aussi, et puis peut-être, vous avez reçu un geste, vous en avez donné un, et juste faire une espèce de grand chaudron comme ça, de gens qui font des trucs, qui se mettent en mouvement, et puis d'en parler autour de vous, d'échanger. Il y a beaucoup, c'est marrant, le compte Instagram a fait un bond au moment des fêtes de fin d'année, et vraiment il y a beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages en me disant, je viens de raconter à table ce compte Instagram, et du coup on lit toutes vos histoires depuis 2 heures, j'en ai parlé à mes grands-parents, à ma tante, à ma marraine, etc. J'en ai parlé, ça a fait vraiment. Et j'en ai parlé à une amie, qui en a parlé à une autre, et puis après une autre amie m'a dit, tu connais Merci à un inconnu, mais c'est moi qui avais commencé la boucle, tu vois. C'est fantastique. Oui. Je dirais rendez-vous bientôt dans la matière, dans vraiment des rassemblements davantage. J'ai envie de faire des happenings artistiques, j'ai envie de faire plein de choses avec ça. Donc je vais décider d'y consacrer davantage de temps maintenant que l'association va exister et que ça va pouvoir se déployer davantage ailleurs que sur les réseaux sociaux aussi. Merci Anne. Alors, un petit teasing de l'épisode 2, tu peux nous dire? Alors, dans l'épisode 2, qui n'était pas prévu, donc non. On s'est dit, on va faire un épisode 2 et ce sera un peu en freestyle, pour moi, donc voilà. Non, je trouvais intéressant, alors moi j'ai une activité, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, plusieurs casquettes. L'une de mes casquettes depuis quelques années, c'est d'être accompagnante. Alors, je prends ce mot-là, qui est un mot un peu large. Je dirais que j'accompagne à l'aide de 2 outils puissants que sont les constellations familiales, le chamanisme. J'ai toute une quête initiatique à laquelle j'étais pas du tout préparée. C'était pas du tout une envie de départ et je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller regarder cela très en face. C'est un peu un endroit où je me soigne et où je permets de proposer des espaces de guérison sécurisés, cadrés pour d'autres. Et je sens bien que cet aspect j'aime bien l'idée d'être chamane du bitume entre guillemets à un endroit avec Merci un inconnu, et puis je peux être dans une autre forme de chamanisme qui reste de l'animisme, qui reste vraiment qui dit la même chose. Nous sommes tous reliés, et tout ce qui se passe nous affecte les uns les autres. Donc oui, j'aurais joie à partager avec vous ce qui peut se passer dans l'inconscient et comment par des outils faciles on peut aller regarder, sortir de la répétition justement de cette petite mare de boue dans laquelle on patauge parfois et dans laquelle, en allant chercher de l'aide aux bons endroits, il est possible de s'extraire pour vraiment choisir de se remettre au centre de sa vie et ensuite rayonner sa lumière. Écoute, je me réjouis de te retrouver dans l'épisode 2. Merci Anne. À toi, merci à tous. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi, vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Et puis, dernière petite chose, Naître princesse devenir guerrière a lancé sa page sur Tipeee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est rendu évidemment au centuple, grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci de tout cœur.
Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. La gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.